peu, voilà, chic, tirer des cheveux, tout ça. Imaginez-la surgir d'un carrefour parisien, comme une étincelle. Tailleur noir découpé au scalpel, démarche qui avale les pavés, regard qui ne demande l'autorisation à personne. Didi Stone Olomide, enfant d'un double héritage, France et Congo, a fait de la ville un podium et de sa peau une bannière. Le raffinement de la rive droite qui croise la ferveur de Kinshasa, un métissage assumé qui refuse le compromis. Dans ses silhouettes, on entend la rumeur de la rue et l'écho des salons haute couture. Son French Girl Style n'a rien d'une carte postale, il s'écrit au feutre indélébile, nerveux, précis, comme l'avait déjà flairé Vogue, quand Paris découvrait cette adolescente à l'aura magnétique. Très vite, les maisons comprennent que Didi n'est pas un visage, mais une proposition. Jean-Paul Gaultier accroche son insolence raffinée, Mugler capte sa tension électrique, deux univers qui, soudain, trouvent en elle une ligne de fuite contemporaine. Et sur la scène de Le défilé L'Oréal Paris en 2021, elle avance en ambassadrice digitale, comme si la place publique redevenait ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, un théâtre pour toutes les femmes. Mais ce visage d'éditorial cache une autre ardeur, le combat. En mars 2022, Didi endosse le rôle d'ambassadrice nationale de l'UNICEF en RD Congo et son pas, dès lors, résonne au-delà des podiums, contre le mariage des enfants, pour l'avenir des filles. La mode devient message, le glamour une arme douce. Avant que les flashs ne sculptent son visage, avant que les tissus les plus rares ne caressent ses épaules, Didi Stone Olomide était une enfant ballottée entre deux mondes, deux langues, deux façons de regarder le ciel. Née à Marseille d'un père congolais, l'icône musicale Koffi Olomide, et d'une mère française, elle grandit dans cette tension fertile où l'Afrique et l'Europe se croisent dans le salon familial, entre vinyle de rumba et effluves de café noir du matin. Très tôt, elle comprend que sa peau caramel, ses traits fins et ses cheveux indomptables portent l'empreinte d'histoires plus vastes que la sienne. Son enfance se déroule en mosaïque. Une partie des années se passe en France, dans un environnement urbain où l'on parle vite, où l'on juge plus vite encore, et où les filles de son âge se coulent dans des codes qu'elles ne maîtrisent pas toujours. L'autre partie se joue à Kinshasa, où le soleil brûle la poussière rouge et où l'exubérance est une langue maternelle. Là-bas, elle n'est pas l'étrangère, elle est la fille de, avec tout ce que cela suppose d'attente, de curiosité et parfois de jalousie. Entre ces deux pôles, Didi forge son identité comme on tisse un pagne, en croisant des fils de couleurs opposées. L'école, pour elle, est un théâtre d'observation. Elle repère vite que ses goûts diffèrent, elle préfère feuilleter les magazines de mode que les manuels et croquer des silhouettes sur ses cahiers, plutôt que d'aligner des formules de mathématiques. Dans la cour, elle est à la fois admirée pour son style naturel et mise à l'écart pour ses origines métissées. Les remarques sur sa chevelure, sur ses vêtements, deviennent autant de petites piqûres qui la poussent à se forger une armure invisible. La maison familiale, elle, est un carrefour de culture et de discipline. Sa mère lui inculque la rigueur française, le sens de la ponctualité, l'importance d'un mot bien dit. Son père, même souvent absent à cause de ses tournées, lui transmet le goût du spectacle, de l'attitude, cette conscience aiguë que l'image que l'on renvoie peut être un langage universel. Mais derrière l'apparente aisance, il y a des tensions. Les absences prolongées, les conversations coupées court, les silences qui en disent long. Très tôt, Didi perçoit que son chemin ne sera pas linéaire. Elle sait qu'il lui faudra choisir ce qu'elle garde de chaque monde et ce qu'elle rejette. Dans les rues de Marseille comme dans celles de Kinshasa, elle observe les femmes. Les élégantes qui traversent la place Castellane avec un foulard Hermès, les mamas congolaises drapées de wax chatoyant qui dominent le marché d'un geste de la main. Ces images se superposent dans sa mémoire, nourrissant un instinct esthétique singulier. Ce qui la distingue des autres filles de son âge, ce n'est pas seulement son métissage ou son aisance naturelle devant un objectif improvisé. C'est cette intensité intérieure, une conscience précoce de sa différence et une curiosité presque vorace pour les signes extérieurs de style, de pouvoir, de liberté. Elle n'a pas encore 15 ans qu'elle se tient déjà droite face au miroir, essayant des postures, imaginant des histoires que ses vêtements pourraient raconter. Pourtant, cette adolescence entre deux continents n'est pas exempte de solitude. Les départs fréquents, les retours soudains, les changements d'école brisent les amitiés naissantes. Elle apprend à se suffire à elle-même, à cultiver un jardin secret fait de musique, de croquis et de rêveries. Cette capacité à exister seule dans un environnement mouvant deviendra plus tard une force redoutable dans le monde instable de la mode. En grandissant, Didi commence à ressentir cette énergie potentielle qui sommeille en elle, comme une vibration prête à éclater. Elle ne sait pas encore par quel chemin elle s'exprimera, art, musique ou mode, mais elle sait qu'elle ne se contentera pas d'une vie à l'ombre des autres.
Chaque fois qu'elle revient à Kinshasa, elle se sent plus ancrée dans ses racines. Chaque fois qu'elle regagne Paris ou Marseille, elle affine son sens du détail, sa lecture instinctive des tendances. Deux réalités qui, loin de s'annuler, se complètent et nourrissent cette personnalité magnétique qui finira par captiver l'industrie de la mode. Lorsque Didi Stone Olomide se remémore le moment où la mode a cessé d'être une fascination lointaine pour devenir un terrain concret, elle évoque une série de rencontres presque irréelles. Adolescente, elle promène déjà cette silhouette longiligne et cette assurance tranquille qui attire les regards, même dans les lieux les plus ordinaires. Mais à cette époque, elle ne se définit pas encore comme mannequin. Ce mot appartient à un monde codé, lointain, souvent perçu comme fermé aux visages qui ne correspondent pas aux standards eurocentrés. Tout bascule un après-midi à Paris. Venue rendre visite à une amie dans un café du Marais, elle traverse la rue pour répondre à un appel téléphonique quand une femme l'interpelle. C'est une styliste indépendante qui travaille sur un éditorial expérimental pour un magazine en ligne. Elle lui propose un shooting test sans contrat, juste pour voir ce que donne cette énergie devant l'objectif. Didi hésite. Elle a entendu parler des pièges qui se cachent derrière certaines offres, mais la curiosité l'emporte. Elle accepte, à condition d'être accompagnée. La séance a lieu dans un studio improvisé, baigné de lumière naturelle. Dès les premières prises, quelque chose se passe. Son corps semble comprendre instinctivement le langage silencieux de l'appareil photo. Chaque mouvement, chaque inclinaison de tête traduit une histoire qu'elle n'a pas besoin d'expliquer. Le photographe, surpris, lui demande si elle a déjà posé. Elle répond non, mais au fond d'elle, elle sait qu'elle vient d'entrer sur un territoire familier. La publication des photos sur les réseaux sociaux déclenche un petit effet boule de neige. Des stylistes émergents la contactent, séduits par cette alchimie d'entre élégance classique et intensité urbaine, mais c'est une autre rencontre qui va sceller le tournant. Lors d'un défilé caritatif auquel elle assiste en simple spectatrice, elle croise un agent de mannequin parisien repéré pour avoir lancé des carrières internationales. L'homme l'aborde avec un professionnalisme qui contraste avec les approches qu'elle a connues jusque-là. Il lui parle de développement d'image, de stratégie de carrière, et non de simple shooting. Convaincue, mais prudente, Didi prend le temps d'en discuter avec sa famille. Sa mère, consciente des exigences et des illusions du métier, se montre d'abord réticente. « Le mannequin, ce n'est pas qu'une belle photo, c'est un univers dur où il faut savoir dire non », lui répète-t-elle. Son père, lui, y voit un prolongement naturel de l'aura scénique qu'elle porte depuis l'enfance, mais insiste sur la nécessité de préserver ses études et son intégrité. Finalement, après plusieurs échanges et un contrat clair sur les conditions de travail, elle signe avec l'agence. Les premiers pas ne sont pas un tapis rouge. Elle découvre l'attente interminable des castings, les « merci polis mais définitifs », les regards qui glissent ailleurs dès qu'elle franchit la porte. À plusieurs reprises, on lui suggère de lisser ses cheveux, d'adoucir ses traits pour plaire à certains clients. Elle refuse, consciente que céder serait trahir l'essence même de ce qui l'a amenée ici. Cette résistance, qui pourrait être un frein, attire en réalité l'attention de Marc à une identité forte. C'est ainsi que Jean-Paul Gaultier la remarque pour un projet de campagne audacieux. Lors de leur première rencontre, il lui lance « Vous avez déjà un personnage, je ne veux pas le changer ». Sur le plateau, Didi confirme son instinct. La mode peut être un espace de réinvention, mais aussi de revendication. Peu après, c'est Mugler qui la sollicite pour une série de visuels où son allure sculpturale et sa présence quasi cinématographique deviennent le centre du récit. Ces collaborations ne font pas seulement grandir son portfolio, elles inscrivent son nom dans un réseau où le bouche à oreille compte autant que les images. Pour Didi, chaque shooting et chaque défilé sont aussi des tests de résistance mentale. Elle apprend à naviguer entre les compliments parfois intéressés et les critiques abruptes, à transformer le stress en concentration. Elle développe une routine. Méditation avant les castings, préparation méticuleuse de ses tenues, visionnage de défilés pour comprendre les signatures gestuelles des totes qu'elle admire. L'un des moments fondateurs de cette période est sa participation au défilé L'Oréal Paris sur la scène, événement mêlant haute couture et performance grand public. Marcher dans cet espace ouvert, entouré de visages iconiques, face à une foule qui ne paye pas pour la voir mais qui la découvre par hasard, lui donne une sensation unique, celle de représenter bien plus qu'elle-même. Son entrée dans le métier n'a donc rien d'une ascension fulgurante sans obstacle. Elle est faite d'une série de franchissements, de la réserve adolescente à la confiance scénique, de l'anonymat des castings à la reconnaissance des créateurs. Chaque étape, chaque refus et chaque oui construit cette colonne vertébrale invisible qui lui permettra d'affronter la suite, un sommet où les projecteurs éblouissent autant qu'ils brûlent. À peine quelques saisons après ses débuts officiels, Didi Stone Olomide se retrouve propulsée sur ces scènes où l'histoire de la mode se réécrit à chaque passage.
L'adrénaline de ses premiers castings laisse place à une précision d'horloger dans chacun de ses gestes. Le track, elle le connaît encore, mais il a changé de forme. Il n'est plus cette peur de l'échec, plutôt une tension électrique qui nourrit son allure. Chaque fois qu'elle s'avance, dans l'ombre des coulisses, elle sent ce frisson familier courir le long de sa nuque, ce mélange d'anticipation et de certitude que l'instant à venir restera gravé. Le basculement vers le haut du tableau se produit lorsqu'elle ouvre un défilé Mugler, silhouette structurée comme une armure et maquillage graphique devant une salle saturée de journalistes, d'acheteurs et d'influenceurs. La musique pulse, les projecteurs découpent son profil et lorsqu'elle atteint le bout du podium, elle sait qu'elle vient de franchir une ligne invisible, celle qui sépare les nouveaux visages des figures incontournables. Les images de ce passage, reprises par les magazines et les réseaux, consolident sa réputation de muse moderne, une beauté qui ne cherche pas à séduire mais à imposer une vision. Viennent ensuite les campagnes qui la fixent dans l'imaginaire collectif. Pour Jean-Paul Gaultier, elle incarne un esprit de rébellion sophistiqué, alternant corset futuriste et tailleur à une élégance décalée. Pour L'Oréal Paris, elle devient ambassadrice digitale, prêtant ses traits à des messages d'empowerment qui circulent bien au-delà du monde de la mode. Son image se multiplie sur les écrans, les panneaux, les pages glacées, mais conserve ce quelque chose d'intact, cette intensité qui ne se dilue pas. Les saisons s'enchaînent, ponctuées d'instants qui marquent. Une apparition remarquée au Festival de Cannes, vêtue d'une robe haute couture qui joue sur les contrastes entre opacité et transparence, un shooting pour un numéro spécial de Vogue Afrique, où son visage occupe la couverture comme un manifeste de diversité assumée. Chaque projet est abordé comme un rôle, elle ne se contente pas de porter un vêtement, elle en devient l'incarnation narrative, adoptant une gestuelle, une respiration, un regard spécifique. Ce qui frappe dans cette période, c'est sa capacité à se fondre dans des univers opposés sans jamais perdre son empreinte. Un jour, elle défile pour Bellman dans une armure métallique, le lendemain, elle s'avance chez Chloé dans des drapés légers qui semblent flotter au-dessus du sol. Les directeurs artistiques louent cette malléabilité qui n'efface pas sa personnalité. Elle a ce don rare de moduler son énergie, passant de la puissance frontale à la sensualité feutrée, sans jamais sonner faux. Le rythme est intense, presque vertigineux. Les allers-retours Paris-New York-Milan se succèdent entrecoupés de séances photos à Dubaï, Londres ou Casablanca. Dans les coulisses, elle croise des icônes qu'elle admirait adolescente et dont certaines deviennent des alliés, partageant conseils et confidences. Mais elle remarque aussi les regards plus froids, ceux qui perçoivent en elle une concurrente directe. Didi ne s'y attarde pas, elle a appris à canaliser ses tensions en carburant créatif. Les critiques spécialisées commencent à l'identifier non seulement comme mannequin, mais comme influenceuse culturelle, une figure qui façonne le discours visuel autour de la beauté noire et métisse dans la mode française. Elle est invitée à prendre la parole lors de tables rondes sur la représentation dans l'industrie, où elle parle avec un mélange de fermeté et de modestie, consciente que chaque mot peut peser. Cette période voit aussi sa signature se raffiner. Un port de tête fier, une démarche qui allie précision technique et spontanéité, une manière d'entrer dans la lumière comme si elle y appartenait depuis toujours. Les jeunes mannequins en agence commencent à l'observer, à reproduire certaines de ses attitudes, signe discret mais révélateur qu'elle est devenue une référence. À son sommet, Didi comprend que la visibilité est un outil puissant, mais aussi fragile. Elle choisit avec soin ses projets, privilégiant les collaborations qui résonnent avec ses valeurs. Refusant l'hyper-exposition gratuite, elle cultive l'art de la rareté, de l'apparition calibrée. Cette stratégie couplée à son talent lui permet de rester désirée sans saturer le marché. Chaque retour à Kinshasa ou à Paris entre deux Fashion Week est un moment de recentrage. Il retrouve ses proches, marche dans les quartiers où il a grandi, se rappelle la jeune fille qui observait les vitrines avec l'envie d'en franchir la litre. Ces instants hors projecteur nourrissent sa gratitude et entretiennent le lien avec la réalité, cette encre nécessaire dans un milieu où tout peut basculer en une saison. L'apogée de Didi Stone n'est pas qu'une accumulation de contrats prestigieux et de photos iconiques. C'est la construction d'un récit où elle tient la plume, où chaque collaboration, chaque image, chaque pas sur le podium devient un chapitre d'une histoire plus vaste, celle d'une femme qui, en se hissant au sommet, ouvre la voie à celles qui viendront après elle. À mesure que son nom s'imposait dans les calendriers des Fashion Week, Didi Stone Olomide voyait aussi se préciser les attentes implicites de l'industrie. On lui proposait de capitaliser sur son succès, mais souvent au prix d'une normalisation de son image. Pour beaucoup, cela aurait semblé une étape logique, s'adapter aux demandes des grandes maisons pour sécuriser contrats et couvertures. Pour elle, c'était une ligne rouge.
La première grande confrontation survient lorsqu'une marque internationale lui propose une campagne prestigieuse assortie d'un cachet record, à condition de transformer radicalement sa coiffure et de lisser définitivement ses cheveux. Derrière la proposition, le message était clair: effacer un signe distinctif jugé trop marqué pour plaire à tous les marchés. Didi refuse, arguant que sa chevelure n'est pas un simple élément esthétique, mais un symbole de son identité, de ses origines et de la fierté qu'elle en tire. Cette décision ferme, relayée discrètement mais largement commentée, devient l'un des jalons de son positionnement. Elle ne sacrifiera pas l'essence de ce qui l'a menée jusqu'ici. Ces refus ne concernent pas seulement son apparence. Elle se montre tout aussi intransigeante face aux collaborations qui utilisent la diversité comme argument marketing sans engagement réel. Lorsqu'elle comprend qu'un projet cherche à l'intégrer pour remplir une case sans réflexion profonde sur la représentation, elle s'en retire. Dans une interview, elle résume sa position. L'inclusion ne doit pas être un décor, mais une architecture. Ces mots repris sur les réseaux renforcent son image de figure intègre et engagée. Sur le podium, son langage est tout aussi affirmatif. Là où l'on attend souvent des mannequins une neutralité presque anonyme, Didi introduit des nuances. Une intensité dans le regard, un rythme maîtrisé dans la démarche, une façon de marquer un arrêt qui impose le vêtement comme une pièce de théâtre. Ces micro-gestes, loin d'être anodins, redéfinissent la relation entre le spectateur, le vêtement et celle qui le porte. Cette liberté d'expression inspire une nouvelle génération. Dans des échanges informels avec de jeunes modèles, elle partage son expérience des contrats, des conditions de travail et des compromis qu'elle juge inacceptables. Elle insiste sur l'importance d'avoir une vie et des projets en dehors du podium, un ancrage qui, selon elle, protège de l'érosion identitaire que peut provoquer la mode. Son engagement dépasse la sphère du mannequinat. Elle collabore avec des artistes et photographes issus de milieux divers pour créer des projets où la mode rencontre l'art et le militantisme. L'une de ses séries les plus remarquées associe des silhouettes haute couture à des décors inspirés des marchés de Kinshasa, créant un dialogue visuel entre luxe et culture populaire. Présentée dans une galerie parisienne, cette œuvre suscite autant l'intérêt des critiques d'art que celui des passionnés de mode. En refusant certaines opportunités et en privilégiant la cohérence à la surexposition, Didi construit une carrière moins linéaire mais plus solide. Elle choisit ses apparitions comme on choisit ses mots dans un discours important. Chaque projet devient une prise de position, chaque image, un chapitre de son récit. Ce choix n'est pas sans conséquence. Il réduit parfois la cadence de ses apparitions et l'expose au risque d'être éclipsé par des visages plus dociles. Mais elle assume. Pour elle, réussir ne se mesure pas seulement à la fréquence des couvertures ou au nombre de campagnes, mais à la capacité de modeler son image selon ses convictions. C'est ce qui, selon ses propres mots, laisse une empreinte au lieu d'une trace passagère. Derrière l'éclat maîtrisé des podiums, Didi Stone Olomide sentait une fatigue insidieuse s'installer. Les saisons s'enchaînaient sans répit et chaque déplacement ajoutait une couche invisible de pression. L'incident qui déclenche l'alerte survient lors d'une Fashion Week parisienne. Après un enchaînement de défilés et de shootings, elle s'effondre en coulisses, victime d'un malaise soudain. Officiellement, on parle d'épuisement. Officieusement, les rumeurs évoquent un burn-out. Les semaines suivantes, elle tente de reprendre le rythme, mais les signaux sont clairs. Insomnie persistante, perte d'appétit, désintérêt pour les projets qui, autrefois, la faisaient vibrer. À cette usure physique s'ajoute un choc personnel, la perte d'un proche survenu alors qu'elle était à l'étranger, incapable de rentrer à temps. Ce deuil, vécu à distance, creuse une faille que la lumière des projecteurs ne peut combler. Peu à peu, Didi choisit le silence. Elle annule plusieurs engagements majeurs, disparaît des réseaux sociaux et quitte Paris pour retrouver sa famille au Congo. Là-bas, loin des invitations et des flashs, elle retrouve un rythme humain, marcher dans les rues de Kinshasa, participer à des actions locales avec l'UNICEF, renouer avec une vie où chaque geste n'est pas scruté. Son absence intrigue. Dans l'industrie, certains la croient retirée définitivement, d'autres espèrent un retour surprise. Les hashtags Where is Didi circulent, mais elle reste muette. Ce retrait volontaire devient une forme de déclaration. Préserver sa santé et son identité compte plus que maintenir une présence à tout prix. Un an plus tard, elle réapparaît discrètement, le temps d'un shooting pour un magazine consacré aux femmes qui redéfinissent la réussite. Pas de robe spectaculaire, pas de décor ostentatoire, juste une lumière douce et un regard qui raconte tout. L'épuisement, la reconstruction et la volonté intacte de revenir à sa manière. Aujourd'hui, le nom de Didi Stone Olomide ne se limite plus à une succession de défilés et de couvertures de magazines. Il évoque une trajectoire qui a su concilier éclat et intégrité, succès et fidélité à soi-même.
Elle a prouvé qu'une carrière dans la mode pouvait se construire sans renoncer à ses racines, sans céder aux compromis qui effacent l'identité, et que dire non pouvait parfois être l'acte le plus puissant. Son héritage se lit dans le regard des jeunes mannequins métisses ou africaines qui osent désormais entrer dans les agences avec leurs cheveux naturels, leur accent, leur histoire entière. Il se mesure aussi dans les conversations que son engagement a déclenchées autour de la diversité réelle, de la santé mentale et de l'éthique dans l'industrie. Ce n'est pas un hasard si certaines maisons ont revu leur politique de recrutement ou d'image après ces prises de position publiques. Dans le paysage mouvant de la mode, où l'oubli guette à chaque saison, Didi a choisi de laisser une empreinte plutôt qu'une trace éphémère. Peut-être qu'elle ne cherchera jamais à retrouver le rythme effréné de ses années de sommet. Peut-être que ses apparitions resteront rares et précieuses. Mais chaque fois qu'elle reviendra, ce sera avec la même intensité, la même vérité qui ont fait d'elle une figure singulière. Et l'on peut se demander, le monde de la mode, aujourd'hui, est-il prêt à accueillir pleinement ce qu'elle incarne, ou faudra-t-il encore du temps pour que son combat devienne la norme plutôt que l'exception ?